toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h, et elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroirdeclio@gmail.com. Aujourd'hui, c'est la première émission de l'année 2015, alors permettez-moi au nom de la radio et de l'équipe d'Au Miroir de Clio, aussi resserrée qu'efficace, de vous souhaiter le meilleur pour les 12 mois qui viennent. Que 2015 vous apporte plein de joie et de bonheur, bref, tout ce qui fait le sel de la vie. Alors pour cette émission de début d'année civile, la 8e de la saison, nous avons la joie d'accueillir Michael Bloch. Bonjour à vous. Bonjour Luc Dérault, bonjour à tous. Vous êtes archiviste paléographe, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. Alors avec vous, pendant cette heure d'entretien, nous allons revenir sur votre parcours personnel, sur la fonction que vous exercez au service de la conservation et de la valorisation du patrimoine écrit du département et de la région. Alors peut-être d'abord une première série de questions, Michael Bloch, sur votre parcours personnel, sur votre itinéraire. Oui. Comment est-ce qu'on devient archiviste ? Est-ce que cette pensée, devenir archiviste, surgit dès l'adolescence ou est-ce que ça vient un peu plus tard ? Comment ça s'est produit pour vous, Alors, Michael Bloch ? en ce qui me concerne, depuis le collège à peu près, je souhaitais être professeur d'histoire. Que ce soit au collège, au lycée ou à l'université, c'était l'histoire qui m'intéressait le plus, ainsi que le latin. C'est mon père qui m'avait transmis le goût de la généalogie, de l'histoire régionale, donc normande en l'occurrence, des vieux documents familiaux à conserver, etc. Et donc au collège et au lycée, donc je me destinais à aller à l'université en histoire ou en lettres classiques. Et c'est en terminale que j'ai découvert dans un fascicule au NICEP, donc peu avant la clôture d'inscription en classe prépa, l'école des chartes. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Ça me permettait de conjuguer l'histoire avec le latin et de préparer donc le concours de l'école des chartes afin de devenir donc archiviste ou bibliothécaire. Et on choisit une fois qu'on est à l'école. Alors, l'apprentissage du latin, le goût pour le latin, c'est venu donc assez tôt pour vous, hein ? J'ai commencé le latin en 5e, oui. Comme la plupart des collégiens qui commencent le latin actuellement. Ça m'a tout de suite plu, et donc je me suis investi dans cette discipline, de même que l'histoire, et c'est pourquoi j'ai voulu continuer donc le latin après le baccalauréat. Et l'école des chartes, c'était l'endroit idéal pour cela. Alors, pour intégrer l'école des chartes, on va un petit peu en parler tout à l'heure, il faut passer par une classe préparatoire. Alors, où avez-vous fait cette classe préparatoire ? Alors, j'ai fait ma classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris. Oui, donc vous veniez de Normandie ? C'est ça, j'ai fait mon lycée à côté de Caen, dans un petit lycée. Et ensuite, donc j'ai été à Paris entre 2005 et 2008 au lycée Henri IV, où j'ai préparé le concours de l'école des chartes dans la section A, c'est-à-dire dans la section qui privilégie l'histoire médiévale et le latin. Il y a également une section B qui est davantage réservée aux contemporanéistes et où le latin est optionnel. En quoi consiste le concours pour intégrer l'école des chartes ? Quelles sont les différentes épreuves, Michael Bloch ? Alors le concours consiste en 5 ou 6 épreuves. Donc la dominante est historique, donc une épreuve d'histoire médiévale. À mon époque, c'était une dissertation de 4 heures. Maintenant, c'est une épreuve de 6 heures, avec au choix une dissertation ou un commentaire de document. Il y a une deuxième épreuve d'histoire en histoire moderne, donc c'est-à-dire de 1500 à 1800. Une épreuve de géographie historique de 3 heures. Donc c'est une épreuve qui concerne les limites des différentes circonscriptions territoriales de la France, de la Gaule romaine jusqu'à nos jours. Ensuite, des épreuves de latin, donc une version latine de 3 heures sans dictionnaire, une version de thème latin, donc c'est-à-dire une traduction d'un texte français en latin. Quel genre de texte français, d'auteur connu En ce qui nous concerne, c'était le philosophe Alain qui fallait traduire en latin. C'était pas évident. Non. Ça peut être La Fontaine, Hugo, de la poésie,
tout est possible en thème latin. C'est très ludique quand on aime ça. Oui. On dit souvent que les matheux sont bons en thème. Une épreuve de littérature, donc une dissertation, un classique, et une épreuve de langue vivante. Ça, c'est pour l'écrit. Ça, c'est pour l'écrit en section A. D'accord. Voilà. Et l'oral, il y a... Et l'oral, c'est les mêmes disciplines qui reviennent. Oui. Donc, il y a un oral d'histoire moderne. Oui. On a une demi-heure pour présenter une question. Par exemple, en ce qui concerne, c'était les jésuites en France à l'époque moderne. Sans document. Sans document. Oui. On a une demi-heure ou une heure, je me souviens plus, de préparation. Et ensuite, on a un quart d'heure de présentation orale et un quart d'heure de reprise avec le membre du jury. D'accord. Donc, c'est pareil en histoire médiévale. Donc j'ai une question sur le livre manuscrit au Moyen-Âge. Donc une présentation d'un quart d'heure et une reprise. Ensuite, une discussion avec le jury. Il y a une version latine, son dictionnaire également à l'oral. Donc on a un texte de littérature classique, Cicéron, Quinte-Curse, etc. à traduire. Et on n'a pas le droit d'annoter le texte, c'est ça la particularité. Et on n'a pas le droit de préparer sa traduction par écrit sur un papier vierge. Ah oui, ce qui donc on arrive avec le texte non annoté. Et donc c'est pas évident. Ça rend la chose vraiment difficile. Oui, pendant l'épreuve parfois de traduire un peu à l'improviste. Le concours d'entrée de cette école est vraiment, on peut le dire, difficile. Beaucoup de candidats ou alors il y a beaucoup moins de candidats qu'à l'ENS parce que c'est une école moins connue. Oui. Il y a 250 candidats par an. Oui. Et il y a entre 15 et 25 reçus. Oui, d'accord. Donc, ce qui rend les choses quand même difficiles, et j'imagine le niveau est assez élevé à l'entrée. Que le niveau est quand même, élevé. Alors, présentez-nous peut-être un peu l'école des Chartes. C'est une école dont l'histoire remonte à la première moitié du 19e siècle. C'est ça, oui. L'école des Chartes a été fondée sous Louis XVIII, donc sous la Restauration, en 1821. Donc le but à l'époque c'était de pallier en fait à l'absence de spécialistes des chartes, c'est-à-dire des vieux parchemins du Moyen-Âge, des vieux actes de l'Ancien Régime, dans la mesure où avec la suppression des monastères à la Révolution et le transfert des archives des 10 monastères aux archives nationales et départementales, il fallait un personnel formé pour pouvoir classer, conserver, étudier tous ces documents. Et donc l'école des Chartes a été créée dans ce but en fait, pour remplacer les érudits mauristes et bénédictins de l'Ancien Régime, en quelque sorte. C'était pour pouvoir écrire l'histoire nationale dans le contexte donc de la Restauration, en s'appuyant sur les sources premières, qui étaient les chartes latines et françaises. D'accord. L'école des Chartes n'a pas connu tout de suite un succès. C'est vraiment dans la seconde moitié du 19e siècle qu'elle se développe. Hein. Oui, les 8 premières années ont été très difficiles. Elle a été recréée en 1829 parce que ça n'avait pas pris du premier coup. Mais c'est véritablement en 1846, avec une ordonnance de Louis-Philippe, que l'école va prendre son envol. L'examen d'entrée est institué, la thèse d'école des Chartes est créée en 1846. La scolarité donc prend sa forme presque définitive en 3 ans et demi, avec soutenance à la fin. Et donc plusieurs chaires sont créées, donc diplomatique médiévale, philologie romane, archéologie, etc. Et des grands noms donc se succéderont à leur tête, tels Jules Quicherat, Arthur Giry, etc. au XIXe siècle. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est que cette école survit toujours et s'est modernisée finalement au début du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, et elle survit. Oui, c'est une école très dynamique actuellement. Et elle est très dynamique. Elle a réussi le tournant des nouvelles technologies. C'était un moment clé dans les années 90, en s'adaptant en fait aux humanités numériques, c'est-à-dire à tout ce qui est édition électronique de chartes, de chroniques médiévales, etc. Elle a créé un master dédié donc à cette question, c'est le master Nouvelles technologies appliquées à l'histoire, qui a beaucoup de succès et qui offre beaucoup de débouchés aux étudiants qui le fréquentent. Ils deviennent souvent chefs de projet numériques dans des laboratoires de recherche, au CNRS, dans des universités françaises, dans des bibliothèques patrimoniales. Et donc les chartistes profitent d'une partie des cours du master et inversement les masters suivent une partie des cours des chartistes. Donc c'est une très bonne complémentarité qui s'est mise en place. Et donc l'école actuellement est très dynamique grâce à cela. Alors il suffit d'aller sur le site de l'école nationale des chartes, enc.sorbonne.fr, c'est ça, oui, qui est particulièrement intéressant pour tout un tas de gens, des historiens, des curieux. Là, je recommande vraiment à nos auditeurs d'y aller jeter un œil. Alors revenons à votre itinéraire. Donc vous entrez
à l'école des Chartes. Alors comment se passe cette scolarité à l'école des Chartes? Alors la scolarité a duré 3 ans et demi. Donc la première année, il y a un tronc commun d'enseignement à suivre qui concerne à la fois les bibliothèques, les archives, mais également les musées, les 3 principaux débouchés de l'école. Je précise en aparté que presque la moitié des chartistes deviennent bibliothécaires, conservateur de bibliothèque, en passant par l'ENSIB à Lyon. Un bon tiers devient conservateur d'archives, en passant par l'Institut du patrimoine. Et le reste donc, devient soit donc, professeur d'université en passant l'agrégation, soit conservateur de musée ou chercheur. Donc, CNRS. Ouais. Et donc la première année, donc l'enseignement est général et on se spécialise en fonction de la filière qu'on choisit. Donc en ce qui me concerne archives, à partir de la seconde année. D'accord. Alors, vous passez quand même, vous suivez aussi le système universitaire, vous passez quand même un master. Par équivalence, oui, il y a un système d'équivalence. Donc, moi, comme j'avais fait 4 ans de prépa, j'avais déjà une licence de lettres modernes et une licence d'histoire en arrivant à l'école. Oui. Et la première année d'école m'a permis de transformer ces licences en master. D'accord. Et ensuite, je me suis inscrit en master 2 à l'université de Caen pour commencer ma thèse d'école des Chartes, qui était dédiée à l'abbaye de Fécamp. Alors, revenons un instant sur cette thèse de l'école des Chartes, qui dans le système universitaire français ou éducatif est assez spécifique. En fait, c'est un niveau qui se trouve entre le master et le doctorat, on pourrait dire ça comme ça. Juridiquement parlant, elle se situe entre les deux. Elle est beaucoup plus proche du doctorat dans la pratique. Pour les bonnes thèses d'école des Chartes, les thèses d'école des Chartes sont souvent vraiment très volumineuses. Oui. Alors c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais souvent les deux sont liés. Ça peut aider. C'est souvent des sommes assez impressionnantes, 2000, 1200 pages, passionnantes à lire. Alors, vous avez choisi de travailler sur, on y reviendra tout à l'heure, sur l'abbaye de la Trinité de Fécamp, et j'imagine que tous les chartistes qui travaillent sur leur thèse de l'école des Chartes doivent vraiment trouver des documents inédits. Enfin, quelle est la règle de base? Le principe de la thèse d'école des Chartes, c'est de travailler sur des documents inédits. Voilà, c'est exactement cela. Ensuite, la liberté est absolue. L'étudiant peut choisir un sujet d'histoire médiévale en étant issu de la section B ou un sujet d'histoire contemporaine en venant de la section A. On peut faire une thèse sur l'histoire de la bande dessinée ou du sport automobile au XXe siècle. Ça a évolué, c'est récent cette évolution? C'est récent, ça fait peut-être depuis les années 90, depuis 20 ou 30 ans. Tous les sujets sont possibles à l'école? Tous les sujets sont possibles, oui. Tant qu'ils sont pertinents et sérieux et qu'ils s'appuient sur des sources inédites et originales. Alors, à la fin, une fois que vous avez soutenu, on reviendra sur le fond de votre thèse, une fois que vous avez soutenu votre thèse, ça y est, vous êtes archiviste paléographe? Voilà, c'est ça. Le diplôme d'archiviste paléographe, donc, est soumis à 2 conditions. La réussite de la thèse, qui intervient à la toute fin de la scolarité, et donc la réussite donc des partiels tout au long de la scolarité à l'école des Chartes. La thèse compte pour 50% et la scolarité pour l'autre moitié. Alors on va peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire paléographe. Alors paléographe, ça fait référence à la discipline qui est la paléographie et qui est la science du déchiffrement des vieilles écritures. Donc, en ce qui concerne les archives paléographes français, c'est le déchiffrement des écritures qui vont de la cursive mérovingienne au 6e, 7e siècle jusqu'aux écritures du 18e siècle. Alors, vous avez fait de la paléographie latine aussi. C'est ça, oui, latine et française. Latine et française, oui. Et donc ça demande un niveau, une technicité exceptionnelle, Michael Bloch. Au début, ce n'est pas évident du tout. On n'a pas l'œil quand on arrive à l'école des Chartes après la prépa. Et c'est au fur et à mesure donc des chartes, des documents qu'on transcrit, qu'on déchiffre pendant les cours et lors des devoirs chez soi, qu'on progresse en fait. Alors, c'est un exercice continu, quoi. Voilà, c'est continu. Il faut en faire toutes les semaines pour progresser. Et ça suppose aussi une bonne maîtrise des langues anciennes que sont le latin et l'ancien français, le moyen français, et puis les langues régionales, le picard, normand, occitan, etc. Parce que il vaut mieux comprendre le contexte pour pouvoir déchiffrer, ça aide quand même considérablement. Évidemment. Alors, une fois que vous avez eu ce diplôme d'archiviste paléographe, je crois que c'était en 2012, c'est ça, en mars 2012. Vous intégrez l'Institut national du patrimoine, c'est ça? Alors, expliquez-nous cette espèce de pont là qu'on fait avec cette institution. Auparavant, donc jusqu'en 1990, on sortait de l'école des Chartes, on faisait un stage de 6 mois et on était directement en poste. Donc soit directeur adjoint, soit directeur d'archives départementales. Depuis 1990, c'est la création de l'école du patrimoine, qui est devenue l'Institut du patrimoine en 2001.
il y a un autre concours à passer à la sortie de l'école des chartes pour devenir conservateur d'archives ou de musée, de l'inventaire des monuments historiques, etc. C'est une école qui forme tous les conservateurs du patrimoine, sauf des bibliothèques. D'accord. Et donc, quelques mois avant ma thèse, j'ai donc passé les écrits de ce concours. Ça concerne donc plusieurs disciplines, l'histoire des institutions, la diplomatique, car on a des commentaires de documents médiévaux et modernes, et le latin. D'accord. Donc un concours là aussi un concours très difficile, mais il y a moins de candidats qui le passent qu'à l'entrée de l'école des chartes. Oui, mais enfin ils sont tous très bons. Ils sont tous très bons. Oui. La chose heureusement, il y en a peu. D'accord. Et la plupart du temps, c'est des chartistes qui le réussissent, car les épreuves sont vraiment faites pour des étudiants qui ont fait l'école des chartes. C'est un concours qui est ouvert à d'autres. Le concours est ouvert à tous les étudiants niveau master. D'accord. Peut-être même licence, mais les épreuves en fait du concours sont telles que ce sont les chartistes qui sont le mieux armés. D'accord. Il faut être armé en latin médiéval, en paléographie, en diplomatique pour faire des commentaires de documents et bien connaître toute l'histoire des institutions de la France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. L'histoire du droit également. Alors, donc, vous intégrez cet Institut national du patrimoine. C'est et ça, là, oui. Vous êtes stagiaire, c'est ça? C'est ça, oui. C'est le même statut qu'à l'école des chartes. On est fonctionnaire stagiaire. Oui. Donc, pendant 18 mois à l'Institut du patrimoine. 18 mois lors desquels on a 9 mois de cours magistraux sur des sujets très divers et variés, l'économie du patrimoine, les finances publiques, le droit du patrimoine, la conservation préventive, de l'archivistique également, bien sûr. Et on a 9 mois de stage, en plus des 9 mois de cours magistraux. Et c'est surtout les stages qui forment à la prise de poste. Vous avez fait vos stages dans quelle structure, Michael Bloch? Alors j'ai fait 5 mois de stage en archives départementales, dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes. Ah d'accord, oui. Où j'ai classé 2 fonds d'archives hospitalières de l'époque moderne. Oui. Donc le fonds de l'hôpital de Tarbes, l'hôtel-lieu de Tarbes, et celui de Vic en Bigorre. Ah, oui, donc c'était des archives qui remontaient qui allaient du XVIe siècle à la Révolution, à peu près. D'accord. Et c'est là qu'on apprend véritablement le classement, même si 5 mois ne suffisent pas, hein. Ça s'acquiert sur de longues années, mais c'est là qu'on se fait la main. Très bien, et à l'issue de ce stage, vous obtenez un poste définitif, c'est ça? C'est ça. Alors à l'issue du stage, j'ai enchaîné sur 3 ou 4 autres stages. Ah oui, d'accord. Vous en faites plusieurs. J'ai fait un stage chez PSA Peugeot Citroën, donc à la mission archive du groupe. Ah oui, intéressant. Je souhaitais découvrir le monde de l'entreprise, un service d'archives privé. D'accord. C'était passionnant. Ah oui, j'ai travaillé sur le tri des archives photographiques. Et on fait également donc un stage à l'étranger. Oui. Donc en ce qui me concerne, c'était un stage aux Archives royales de Suède, à Stockholm, où j'ai transcrit pendant 2 mois des chartes latines du monastère de Vadstena. C'est le monastère fondé par Sainte Brigitte de Suède vers 1350. Et c'est le plus grand monastère suédois. C'était l'occasion de découvrir un autre système plus proche des anglo-saxons. Donc c'est très, très intéressant. Hein. Et au retour de Suède, j'ai fait un stage hors spécialité pour découvrir donc, le monde des musées. Et je l'ai fait au musée des 24 heures du Mans. Donc c'est un musée qui dépend du Conseil général de la Sarthe et qui conserve des voitures classées monuments historiques. Ah oui, donc c'est très hétéroclite. C'est très hétéroclite. Et donc, à l'issue de ces stages, donc, voilà, c'est ça. Conservateur du patrimoine, et ensuite, voilà, c'est ça. Du patrimoine, et ensuite, comment ça se passe pour obtenir un poste? On fait des vœux, enfin, c'est nommé chacun 3 vœux dans une liste qui nous est donnée, et c'est le ministère qui choisit. D'accord. Qui tranche. Contrairement aux conservateurs territoriaux, les conservateurs d'État auxquels j'appartiens n'ont pas à chercher de poste à la sortie de l'INP. Dès le mois de juillet, donc la scolarité se termine en juin, immédiatement on est nommé au 1er juillet sur un poste. Vous devenez conservateur du patrimoine en poste aux archives départementales de Seine-Maritime. C'est ça, depuis 18 mois. Oui. Depuis 18 mois. Bon, écoutez, Michael Bloch, avant de poursuivre cette conversation, on va marquer une première pause. Et en ce début d'année, ça va être des titres plutôt dédiés aux femmes. Pour cette première pause, nous avons choisi Christine and the Queens, ou Héloïse Lotissier, si vous préférez. C'est Nuit 17 à 52 sur R2R.
Toi allongé délié d'ornements froids. Toi allongé délié d'ornements froids. Et moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. I want it open, so cut it open, cut it open so you could see through it. And now I'm lazy like, now I'm lazy like, now I'm lazy like for the rain to come through. Je crois que le nombre lutte contre l'oubli. Et je déjà la triste nuit 53. Nuit 52, tu paraissais si menacé, avide des vents qui venaient disperser, avide des vents qui venaient disperser. Et 30, sa parfaite obscurité, ta revanche. Au petit matin, c'est l'horizon qui penche. Au petit matin, c'est l'horizon qui penche. I want it open, so cut it open so you could see through me. And now I'm lazy like, now I'm lazy like, now I'm lazy like for the rain to come through. Je crois que le nombre lutte contre l'oubli. Et je déjà la triste nuit 53. Je crois que le nombre lutte contre l'oubli. Et je déjà la triste nuit 53. C'était Christine and the Queens, nuit 17 à 52 sur R2R. Vous écoutez l'émission d'histoire de la station au miroir de Clio et nous sommes toujours en compagnie de Michael Bloch, archiviste paléographe, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime ou de Seine-Maritime. Alors Michael Bloch, vous nous avez présenté votre itinéraire, votre parcours du lycée jusqu'à l'intégration de l'Institut national du patrimoine et jusqu'à même votre arrivée aux archives départementales à Rouen. Alors peut-être maintenant on pourrait présenter un petit peu votre travail de thèse de l'école des Chartes. Alors vous avez soutenu cette thèse en 2012, elle s'intitulait « Le chartrier de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, 928-929-1190, études et éditions critiques ». Alors une question de béotien peut-être d'abord, Michael Bloch, qu'est-ce que c'est qu'un chartrier ?
Alors un chartrier, c'est l'ensemble des chartes qui se trouvaient dans le local d'archives d'une abbaye. Ça peut aussi être un chartrier laïque, dans le cas d'une seigneurie. Là, on est dans le cas d'un chartrier monastique. Et le chartrier désigne également le local d'archives où se trouvait l'ensemble des chartes. D'accord. Alors, vous avez choisi de travailler sur ce chartrier de l'abbaye de la Trinité de Fécamp. Alors, pourquoi l'abbaye de la Trinité de Fécamp et pourquoi la période 10e, 12e siècle, Michael Bloch? Alors, pourquoi la période 10e, 12e siècle? C'est parce que je voulais mettre à profit l'enseignement de latin, de diplomatique, de paléographie latine notamment, que j'avais reçu à l'école des chartes, ce qu'un sujet d'histoire moderne ou contemporaine ne m'aurait pas permis de faire en fait. D'accord. Ensuite, pourquoi Fécamp? Donc c'est Madame Gazot, une de mes 3 directrices de thèse. Il y a Pierre Bauduin qui m'accompagne pour le doctorat désormais, donc depuis 2 ans. Et à l'école des chartes, il y avait mon co-directeur, Monsieur Olivier Guyojanin, qui a la chaire de diplomatique médiévale à l'école des chartes. Et donc Madame Gazot m'avait proposé d'éditer plusieurs cartulaires normands. Donc un cartulaire, c'est un registre qui contient des copies d'actes d'une abbaye ou d'une seigneurie. Et parmi ces abbayes normandes, il y avait le Bec-et-Loing, Saint-Orin d'Évreux, l'abbaye d'Ardennes à côté de Caen, Fécamp et d'autres. En termes pratiques, le chartrier de l'abbaye de Fécamp avait l'avantage d'être facilement accessible aux archives de Seine-Maritime à Rouen et à la Bénédictine de Fécamp. Il était assez raisonnablement éditable en 2 ans et demi, c'est-à-dire le temps qu'on a pour faire la thèse d'école des chartes. Pour certaines abbayes comme le Bec-et-Loing ou au Saint-Orin, les cartulaires recelaient plus de 600 ou 700 actes et c'était pas possible de les éditer dans le temps imparti. À Fécamp, le cartulaire du XIIIe siècle, qui est conservé à la bibliothèque patrimoniale de Rouen, contient 500 actes. Donc c'était également trop et c'est pourquoi j'avais décidé en 2008 lors de la proposition de Mme Gazot de me recentrer sur le chartrier, sur la période 10e, 12e qui était plus restreinte et où a été conservé 230 actes. Donc c'est-à-dire moitié moins que dans le cartulaire et donc c'était un travail faisable en 2 ans et demi, 3 ans. Alors, vous avez travaillé à la fois à partir d'originaux et à partir de copies. Voilà. Donc les originaux, ça représente à peu près un tiers du corpus, donc 75 actes sur 230. Et les copies, les 2 tiers, on les trouve essentiellement dans les cartulaires. Donc un cartulaire médiéval du XIIIe siècle à la bibliothèque patrimoniale de Rouen et un cartulaire de la fin du XIIIe et du début du XIVe aux archives de Seine-Maritime. Donc, celui de la bibliothèque patrimoniale contient 500 actes, essentiellement de la première moitié du XIIIe, et celui des archives de Seine-Maritime en contient presque 1000. Alors parfois c'est juste des mentions d'actes, il n'y a pas toute la transcription. Et celui des archives de Seine-Maritime contient assez peu d'actes de la période qui me concerne, peut-être 15 ou 20. Ce sont des documents qui sont faciles à lire ou pas, Michael Bloch? Ça dépend lesquels. D'un point de vue paléographique, ce n'est pas très difficile, la graphie est assez agréable à lire. Comme ce sont des documents qui sont vraiment importants, donc voilà, c'est pas de la cursive, Oui. C'était des documents écrits main posée. C'est de l'écriture pas livresque, mais presque. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est le degré de dégradation des documents qui fait que souvent, en fait, ce sont de véritables puzzles, les chartes de l'époque. Et donc, il faut reconstituer toutes les lacunes, soit en essayant, à partir du contexte, d'imaginer ce qu'il peut y avoir dans les blancs, soit à partir des copies conservées lorsqu'on a la chance d'en avoir. Et dans ce cas-là, il faut trier les copies entre les copies utiles et les copies dites inutiles, et les classer dans l'ordre de fiabilité. Et donc, on comble les lacunes à partir des copies les plus fiables. Alors, précisons pour nos auditeurs que ces documents sont en latin. Tous les documents sont en latin, oui. 100% des documents sont en latin et 100% des originaux sont sur parchemin. Parce que le papier n'apparaît que dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et le latin décline au profit du français à la même période. D'accord. En Normandie et dans vous l'Ouest de France. Vous ne vous êtes pas intéressé à des copies plus tardives encore, de l'époque moderne Si, bien sûr. Mais elles sont en latin également. Elles sont en latin, il y a quelques rares traductions d'actes de fondation, mais c'est extrêmement rare. Mais si, bien sûr, j'ai utilisé d'innombrables copies du XVIIe et XVIIIe siècle.
XVIIIe siècle notamment, car à la Bibliothèque nationale de France, dans la collection qu'on appelle Moreau, se trouvent des centaines de copies d'actes Fécampois qui sont très fiables, d'une grande qualité, d'une grande fidélité par rapport aux originaux qui ont pu disparaître. Alors pour faire ce travail, qu'est-ce qu'il faut comme bagage technique, Michael Bloch? Alors, la paléographie, ça on a compris. Donc des bases d'histoire normande médiévale, donc la paléographie, vous venez de le dire, des bonnes connaissances de latin médiéval et de diplomatique médiévale. Alors donc, la diplomatique, on va peut-être revenir sur ce mot pour nos auditeurs. Alors la diplomatique, c'est l'étude des diplômes, et les diplômes, ce sont les chartes solennelles, et au sens large, tous les actes de la pratique qui pouvaient être produits par l'administration, par les princes, les comtes, les seigneurs divers et variés. On imagine qu'il y a des formules qui reviennent. Voilà, c'est ça. La diplomatique, c'est l'étude du formulaire des actes, c'est-à-dire du discours des actes avec les différentes parties du discours, mais c'est également l'étude des caractères externes, donc l'étude du matériau qu'est le parchemin ou le papier, l'étude de l'encre, l'étude du sceau, de ses attaches, donc là de soie ou que de parchemin. C'est également l'étude de l'authenticité de l'acte, pour voir si c'est un faux ou si l'acte est réellement authentique, car il y avait beaucoup de faux au XIe siècle. Oui, y compris à l'abbaye de Fécamp qui est connue pour ça. Ah, d'accord. Oui. Tous les enseignements dispensés à l'école des chartes permettent d'être armés pour affronter ce genre de thèse. Oui. C'est davantage une thèse d'édition de texte que d'histoire médiévale proprement dite. Alors, quand vous avez fait ce travail, vous êtes intéressé aussi au sceau. Oui. Donc là, vous êtes intéressé à une discipline qu'on appelle la sigillographie. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte en matière de sceau, Michael Bloch? Alors j'ai tout d'abord constitué le corpus des sceaux des abbés et de l'abbaye de Fécamp depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le XIIe siècle. Oui. Avant, on ne connaît pas de sceaux aux abbés de Fécamp, jusqu'au début du XIVe siècle. Alors pourquoi le début du XIVe siècle ? Parce qu'après le XIVe, il y a l'apparition des sceaux héraldiques, l'apparition du petit sceau comme pendant du grand sceau, etc. Donc ça faisait une période homogène et pertinente d'un point de vue scientifique. Et donc j'ai constitué un corpus, une quinzaine d'empreintes originales sur cire. Et donc j'ai étudié par abbatiat les sceaux des abbés et du convent. Et la particularité de l'abbaye de Fécamp, c'est que c'est l'une des premières en Normandie à avoir eu un sceau pour l'abbaye, probablement. En tout cas, l'empreinte que l'on conserve de la fin des années 1170-80 a une iconographie proche de celle des années 1100. D'accord. Et ce qui en ferait un des plus anciens sceaux monastiques normands. Donc ça, c'est très intéressant. À quoi ça ressemblait ce sceau ? C'est le Christ avec la Bible. D'accord. Donc sur un trône en X, en train de bénir. D'accord. Donc c'est un magnifique sceau roman de forme ronde, de taille assez importante, 6 ou 7 cm de diamètre, et de style assez archaïque byzantin, donc de cire verte. On peut faire des comparaisons avec d'autres abbayes ou pour ce sceau-là, difficilement. C'est difficile parce qu'on n'a pas le matériau pour d'autres abbayes, c'est ça Si, on ne conserve pas énormément de sceaux du XIIe siècle Bien sûr. Pour les abbayes, mais on en conserve quand même quelques dizaines dans le nord-ouest de la France. Ça peut rappeler si le sceau de l'abbaye de Lessay, contemporain, éventuellement un sceau de Pontoise également. Mais il a ses propres caractéristiques et ça en fait un unicum. Oui. Et ça, c'est une découverte, c'est quelque chose qui n'était pas connu. Il était répertorié. Les sigillographes du XIXe siècle l'avaient recensé dans leur catalogue de sceaux. Un article lui avait été consacré dans les années 80, mais il n'avait pas été étudié de manière très approfondie. Et là, il a été remis dans le contexte des autres sceaux de l'abbaye, donc jusqu'au début du XIVe. Car au début du XIVe, c'est encore le sceau du convent, c'est la même empreinte qui est utilisée. Donc ça, c'est la preuve d'une très longue pérennité, une très longue longévité du sceau de l'abbaye. Il sera utilisé pendant 2 ou 3 siècles au moins, avant qu'on change de matrice, qu'on refonde une matrice et qu'on change de motif. D'accord, donc vous avez soutenu cette thèse, on le disait tout à l'heure, en 2012. Oui. Dans cette thèse, ça visait vraiment à éditer un nombre de documents très important. Combien ça. En tout Alors 233 actes. 233, donc sans les annexes, jusqu'en 190. D'accord. Je m'arrête à l'abbatiat à la fin de l'abbatiat d'Henri de Sully, donc à son décès en 190.
Après, c'était Raoul d'Argence, l'abbé, mais il y a une explosion documentaire. Sur ce seul abbatiat, Raoul d'Argence, qui dure 40 ans, il y a plus de 200 actes recensés. Donc ça faisait une deuxième thèse, si j'avais continué. Bien sûr. Et donc là, ce travail de 2012, vous souhaitez lui donner encore plus d'ampleur en préparant actuellement une thèse de doctorat classique. Oui, c'est ça, à l'université de Caen, sous la direction de Véronique Gazot et Pierre Bauduin. Et donc l'idée, c'est de découvrir s'il en reste d'éventuels actes inédits, sans doute peu, peut-être en Angleterre, où j'ai pas encore tout défriché, car l'abbaye avait d'immenses possessions en Angleterre, sur la côte et dans l'Oxfordshire. L'idée, c'est également de compléter l'édition grâce à un manuscrit que j'ai retrouvé récemment à l'abbaye de Fécamp, qu'on croyait perdu depuis les années 30. Donc ça va me permettre d'améliorer la qualité de l'édition de certains actes, car ce sont des copies très fiables et plus utiles que d'autres que j'ai pu utiliser. Mais j'aimerais surtout approfondir le formulaire des actes d'abbé et de l'abbaye, c'est-à-dire toutes les parties du discours. Actuellement, j'ai étudié la suscription, c'est-à-dire la titulature, la façon dont se désigne l'abbé et dont se désigne le convent au début de l'acte. J'aimerais passer au crible toutes les parties du discours, donc non seulement la suscription, mais également l'exposé des motifs, le dispositif de l'acte, c'est-à-dire l'action juridique principale, l'annonce du sceau, la mention de la date, etc. Et voir les influences, en fait, voir si ça vient de la région de Chartres, car c'est une des hypothèses possibles, voir les influences italiennes, comme il y a eu des abbés italiens pendant 80 ans au XIe siècle, voir s'il y a des influences germaniques, etc. Et donc de belles perspectives de recherche. De recherche, effectivement. Alors revenons un instant sur les lieux de vos recherches. On a cité la Bibliothèque nationale tout à l'heure, bien sûr les archives départementales de Seine-Maritime. Peut-être qu'on peut revenir un instant sur une institution fécampoise, le Palais de la Bénédictine, qui est un petit peu particulière. Oui, c'est très particulier. C'est une distillerie, tout d'abord, mais qui abrite un musée. Et un cabinet des manuscrits très riche. Une institution privée. Une institution privée, oui. Le Palais de la Bénédictine, en fait, appartient à Bacardi France, c'est-à-dire un des principaux groupes mondiaux d'alcool. Donc Martini, Bénédictine, des marques de cognac, de vermouth, etc. Et donc la société Bénédictine abrite un palais, un musée très riche avec des collections très hétéroclites et une architecture magnifique. C'est Alexandre le Grand, qui portait bien son nom, qui a créé le palais en 1863, je crois, et qui a inventé la liqueur, la fameuse liqueur bénédictine, qu'il attribuait à un moine vénitien venu à Fécamp au XVIe siècle. D'accord, oui. Donc, voilà. Et donc, dans cette institution-là, il y a donc des documents... De très nombreuses chartes, oui. Très nombreux. Voilà, il y a plus de 150 chartes de l'abbaye de Fécamp même, qui vont de 1006 jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il faut quand même noter que les plus anciens actes originaux des ducs de Normandie sont conservés à la Bénédictine, à Fécamp. Il s'agit d'un acte de Richard II, duc de Normandie, le grand-père de Guillaume le Conquérant, pour l'abbaye, qui date de 1006. Et même à Rouen, aux archives départementales, on n'a pas d'acte ducal plus ancien. Donc c'est vraiment un acte inestimable. C'est un acte qui fait presque une demi-peau de mouton, qui fait peut-être 80 cm sur 40 ou 50, qui est immense, qui est très bien conservé. Et tout ça est bien protégé à l'heure actuelle? Tout ça est très bien protégé, oui. Le Palais de la Bénédictine a des réserves d'archives toutes neuves, qui ont été inaugurées il y a un mois et demi, en novembre. Donc toutes les chartes ont été restaurées. Elles sont très bien conditionnées dans des matériaux de conservation neutres, permanents. Il y a un conservateur qui est responsable de tout ça? Il y a un archiviste, à plein temps, qui gère ses collections au musée. Sous l'autorité des archives? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est indépendant, oui. Ah oui, d'accord, très bien. Il y a une collaboration entre les deux qui s'est établie. Par exemple, actuellement, aux archives, on numérise toutes ces chartes-là. Donc, toutes les chartes de la Bénédictine sont actuellement à Gramont. Et le labo photo des archives départementales fait les clichés pour qu'on ait un double numérique.
Bon, bah écoutez, très bien, vous faites la transition avec ce qu'on va évoquer à l'instant, c'est-à-dire votre métier d'aujourd'hui aux archives départementales de Seine-Maritime. Mais peut-être qu'avant d'aborder cette section, on va marquer une deuxième pause et on va le faire honneur aux femmes en ce début d'année 2015 dans Au Miroir de Clio. On va le faire en compagnie d'Émilie Simon. C'est Désert, un titre de 2003 sur R2R. Mon amour, mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Oh mon amour, ton grain de voix fait mon bonheur à chaque pas. Laisse-moi te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre, je t'attends et je sombre dans un désert, dans mon désert, voilà. Oh mon amour, mon cœur est lourd, je compte les heures, je compte les jours. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Oh mon amour, je passe mon tour, j'ai déserté les alentours. Je te quitte, voilà c'est tout. Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre, j'attendais et je sombre, jetés au vent, mes tristes cendres, voilà. C'était Émilie Simon, Désert, un titre de 2003. Vous écoutez R2R et c'est Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Michael Bloch, archiviste paléographe, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. Alors on vient de présenter un petit peu votre itinéraire, votre thèse, vos travaux personnels. Mais là on va revenir un petit peu sur votre fonction actuelle de directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. Alors peut-être d'abord un peu une histoire des archives de la Seine-Maritime. C'est un dépôt important avec des collections riches. Oui, Bloch. Très riches, oui. Au XIXe siècle, d'ailleurs, on disait que c'était le plus beau dépôt de France. Ah bon. De par ces très riches archives anciennes, notamment le fonds de la cathédrale de Rouen et les fonds d'abbaye. Donc la création du dépôt, elle intervient à la Révolution française, en 1796, donc en l'an 5, lorsque donc une loi prescrit de rassembler donc au chef-lieu de chaque département toutes les archives rassemblées dans les chefs-lieux de district, depuis la suppression des établissements religieux, les administrations d'Ancien Régime, etc. Donc par exemple, en ce qui concerne la Seine-Maritime, qu'on appelait Seine inférieure à l'époque, les archives du district de Montivilliers, où se trouvaient amassées depuis quelques années les archives de Fécamp, de Valmont, de l'abbaye de Montivilliers, mais aussi des administrations d'Ancien Régime qui se trouvaient donc dans cette circonscription. Donc toutes ces archives vont de Montivilliers à Rouen.
où elles vont être entreposées dans de mauvaises conditions pendant quelques décennies avant de voir la construction d'un véritable dépôt au XIXe siècle. Il faut attendre le début du 19e pour qu'on voit l'émergence d'un responsable du dépôt. Donc c'est un ancien franciscain nommé Gosselin qui a la charge de ces archives. Donc elles sont d'abord conservées à la préfecture, dans des greniers, dans de mauvaises conditions. On y trouve les archives de l'ancienne intendance, donc c'est-à-dire l'intendance c'était le responsable de la généralité de Rouen. Une espèce d'ancêtre du préfet, si on C'est ça, exactement. C'est pour ça que l'hôtel d'intendance a donné lieu à la préfecture, dans l'actuel rectorat, boulevard des Belges. Par contre, en ce qui concerne les archives des abbayes, elles sont conservées dans la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Rouen, donc dans de très mauvaises conditions également. Ainsi, en 1822, la flèche prend feu de la cathédrale et l'incendie menace de s'étendre à la bibliothèque du chapitre et donc aux archives des abbayes bénédictines normandes. C'est ce qui amène le préfet à rassembler les archives donc à la préfecture et à aménager des locaux adéquats pour petit à petit avoir un lieu unique pour toutes les archives départementales. Donc ça n'interviendra qu'en 1846, ce rassemblement de la bibliothèque du chapitre au boulevard des Belges. Le directeur suivant, Charles Robillard de Beaurepaire, qui est resté directeur plus de 50 ans et qui a vraiment créé les archives départementales de la Seine-Maritime. C'est lui qui a fait construire les premiers bâtiments aux normes, et notamment en 1895, dans l'ancien boulevard Cauchoise, un bâtiment donc spécifiquement dédié aux archives non seulement d'Ancien Régime, mais aussi aux archives qui émanaient du Conseil général de l'époque, des services de la préfecture dans le département, etc. Alors l'organisation actuelle des archives en 3 pôles, c'est finalement assez récent. C'est très récent, oui. Ça date de la construction de Grammont et donc de l'ouverture du site de Grammont au public en 2012. Actuellement, il y a 3 pôles, donc 3 sites. Le site de Grammont où se trouve la direction et où se trouvent les archives dites historiques, c'est-à-dire de l'origine jusqu'à 1940. On y trouve également les archives des notaires, de l'origine, c'est-à-dire 1360 jusqu'à 1940 également actuellement, vu que les notaires ont l'obligation de verser les minutes depuis 75 ans. J'en profite pour dire que ce sont les plus vieilles minutes du nord de la France. On a des séries presque continues de minutes de notaires pour certaines études du XIVe siècle jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on appelle le tabellionnage. C'est ça, les tabellions, ce sont les ancêtres des notaires en Normandie. D'accord. Donc ça, c'est le pôle de Grammont. Donc voilà, c'est le pôle de Grammont où on trouve donc les archives anciennes et modernes jusqu'en 40, les notaires, les documents iconographiques, la bibliothèque historique. Qui est très riche aussi. Qui est très riche, oui, près de plus de 30 000 volumes. Peut-être méconnu finalement. Très méconnu, oui. Le catalogue sera mis en ligne sans doute dans les 2 ans. Donc ça permettra de la valoriser et de faire en sorte qu'elle soit davantage utilisée par les chercheurs. Il y a un deuxième pôle à la Tour des Archives, qui est plus connu des Rouennais. Bien sûr. Donc c'est le pôle des archives contemporaines et de la mémoire du quotidien. Donc c'est un pôle dédié à la conservation des archives postérieures à 1940. Donc c'est ce qu'on appelle la série W. Mais on trouve également donc, dans ce pôle les archives des communes de moins de 2000 habitants déposées aux archives départementales et les archives hospitalières déposées, en plus de la presse ancienne. D'accord. Et enfin, il y a un 3e pôle à Darnétal, c'est le pôle des archives du monde du travail et de l'architecture, où sont conservées les archives d'entreprises, de syndicats et d'architectes. Alors, dans votre présentation tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez insisté. Il y a un fonds dans les séries anciennes qui est vraiment intéressant aussi. C'est le fonds du Parlement de Normandie. Oui. Michael Bloch, quelques mots sur ce fonds. C'est un fonds très riche qu'on va valoriser cette année, vu que ce sont les 500 ans du Parlement, qui a été créé en 1515 par François Ier. Donc c'est un fonds très volumineux qui a été versé dans les années 1890 aux archives. C'est ce qui avait d'ailleurs motivé la construction du dépôt par Charles de Robillard de Beaurepaire, car c'était un fonds très volumineux de près d'1 kilomètre linéaire. Et donc il remonte aux années 1330, donc à l'échiquier de Normandie, ce n'était pas encore le Parlement, et on y trouve donc des milliers de registres, donc des registres d'arrêts, des registres de sentences, des registres donc de procès-verbaux d'audience, très très riches pour toute la vie, pour étudier la vie sociale, économique, culturelle, donc de l'ancienne province de Normandie jusqu'à la Révolution, car il couvre toute la Normandie. Les 5 départements normands sont concernés par ce fonds.
Alors c'est un fonds qui a été exploité, mais pas mal Oui, au 19e siècle, notamment très par exploité. Amable C'est Floquet, ça, oui, hein. qui était préposé au classement du fonds, Et oui, qu'il l'a davantage étudié que classé d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Et oui, c'est l'ouvrage de Floquet qui fait référence encore aujourd'hui, hein, même si la bibliographie, hein, l'historiographie s'est renouvelée, bien sûr. Oui, c'est un fonds qui peut-être aujourd'hui mériterait vraiment d'être davantage étudié, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce sera sans doute l'occasion, grâce à un colloque qui va avoir lieu pour partie à la fac de droit, pour partie à Grammont, en novembre 2015, et qui sera l'occasion de présenter les dernières études, les dernières recherches sur le Parlement de Normandie, sur la coutume de Normandie, et donc sur l'histoire du droit en général. Très bien. Alors, essayons de nous intéresser un petit peu à la valorisation de toutes ces collections. Alors, les archives départementales organisent régulièrement des expositions. Oui, c'est cela, oui. Il y a sur le site de Grammont un service de la médiation culturelle qui s'occupe du service éducatif et des expositions. Donc, en ce qui concerne le pôle archive historique donc à Grammont, 2 grandes expositions de 3 mois chacune sont organisées par an. La dernière en date, c'était celle sur Corneille, donc qui étudiait l'appropriation de Corneille depuis le XVIIIe siècle, donc dans la population. Et auparavant, il y a eu une exposition qui a eu beaucoup de succès sur les 2 guerres, donc sur les 2 sites, des archives Grammont et la Tour des Archives, donc qui s'intitulait D'une guerre à l'autre. Et à Grammont, on traitait de la Première Guerre mondiale et on exploitait notamment beaucoup de documents issus de la Grande Collecte. Qui a permis aux archives de récupérer des documents qui étaient en main privée, conservés chez les Cénomarins, et qui complètent très utilement nos collections publiques. Alors, vous allez vous préparer en ce moment une exposition qui aura lieu, je crois, à l'automne et qui portera sur les sceaux, Michael Bloch. Oui. L'exposition donc, aura lieu de septembre à novembre 2015, et il s'agit d'une triple exposition sur 3 sites. Donc la première exposition aura lieu au musée des Antiquités de la Seine-Maritime. C'est Caroline Dorion-Perronnet qui en est responsable, la commissaire. On en avait parlé avec elle il y a quelques mois. Oui. Voilà, c'est ça. Donc elle traitera des sceaux dans l'Antiquité. Et la suite, ce sera donc aux archives départementales à Grammont, avec une exposition sur les sceaux du Moyen-Âge à nos jours. La plus-value de l'exposition, ce sera qu'on insistera sur l'époque moderne et contemporaine qui est souvent négligée dans les ouvrages et dans les expositions sur les sceaux. Donc on ira vraiment jusqu'à 2010-2015 et on parlera de l'usage du sceau ultra contemporain. Et il y aura une dernière exposition à l'abbaye de Jumièges qui sera consacrée au chartrier de l'abbaye qui recèle plus de 1600 empreintes originales, ce qui est considérable et ce qui en fait un des fonds d'archives en France qui contient le plus d'empreintes sur cire. Bon, une belle exposition. Oui, un beau projet en perspective. Et 2016, on a déjà quelques idées ou c'est pas encore rien de décidé pour l'instant. Des idées, encore. Oui, par exemple une exposition qui pourrait valoriser les acquisitions faites par les archives depuis 5 ans, donc 2010-2015. On acquiert énormément d'archives en salle de vente, auprès de libraires spécialisés, mais également par le biais de dons et dépôts. Et donc ce serait l'occasion de valoriser tous ces documents qui rentrent par voie extraordinaire et non par versement, donc aux archives départementales assez régulièrement. Alors, vous êtes engagé, les archives départementales sont engagées dans une campagne de numérisation importante aussi. C'est une de vos tâches aussi. Oui. Depuis 2007, 14 millions d'images ont été mises en ligne sur notre site internet. Gratuitement, oui, tout est gratuit. Ce n'est pas le cas de tous les sites des archives départementales. C'est cela, oui. Oui, tout est gratuit. Donc ça en fait le 2e site de France en ce qui concerne les archives départementales pour la mise en ligne. Donc on a notamment numérisé l'état civil, très utile aux généalogistes, mais également l'inscription maritime, le journal de Rouen, les notaires antérieurs à 1600. Les cartulaires, les chartes anciennes, donc antérieures à 1204, les sceaux. Alors une partie, parce que ce sont des fonds considérables, donc ça se fait progressivement, la numérisation. Les chartes et les sceaux, ça va durer pendant des années, la numérisation, parce qu'il faut d'abord les extraire des collections, les chartes, les décrire dans des tableaux, les restaurer, les numériser, etc. Ça prend un temps considérable. Un temps important. Alors justement, on arrive à des questions plus triviales, mais qui sont aussi importantes et qui relèvent, j'imagine, de votre compétence. Qui dit archives, dit aussi personnel. Combien de gens travaillent aux archives départementales de la Seine-Maritime ? Il y a à peu près 67 agents qui travaillent sur les 3 sites des archives. Donc 35 à peu près à Grammont, où se trouve la direction.
25 environ à la tour des archives et le reste à Darnétal. Donc 6 ou 7 personnes. Et répartis dans des services très différents. Oui, par exemple à Gramont, au sein du pôle archives historiques, on trouve 3 services. Donc le service des collections et du développement scientifique. Donc il y a la responsabilité des archives anciennes et modernes jusqu'en 1940, mais également la responsabilité des notaires et de la bibliothèque historique. On trouve également le service de l'iconographie. Car nous avons des collections photographiques très riches, 50 000 plaques de verre, des dizaines de milliers de cartes postales, des milliers d'affiches, des cartes et plans, etc. Et enfin, il y a le service de l'exploitation et de la sécurité pour tout ce qui est gestion du bâtiment, logistique, sûreté, sécurité, climat dans les magasins, conservation préventive, etc. Et en plus de ces 3 services, il y a ce qu'on appelle la mission des archives privées, qui est dédié donc à l'acquisition par voie de don ou dépôt d'archives auprès des particuliers, mais aussi des associations du département. Bon, alors peut-être pour terminer, un mot sur le public ou sur les publics, public nombreux, appartenant à des générations différentes, Michael Bloch. C'est cela, oui. Alors, public assez diversifié, donc à peu près 55% de généalogistes, et le reste, ce sont donc des universitaires, chercheurs, des étudiants ou non, bien donc, sûr, professeurs, maîtres de conférences, etc. Donc le public est nombreux. En 2013, par exemple, 2014, c'est à peu près 7 ou 8 000 lecteurs uniques par an à Gramont, donc ce qui est considérable. Ce qui est beaucoup. Oui. À peu près 12 000 cartons d'archives sortis par an pour Gramont, 17 000 sur les 3 sites. Donc oui, le public est là. C'est 15 ou 20 lecteurs par jour dans la salle de Gramont, qui est ouverte 5 jours par semaine. Donc peut-être qu'on pourrait indiquer pour les jours d'ouverture de Gramont, c'est du mardi au samedi, oui, donc du mardi au vendredi de 8h45 à 17h, et les 3 premiers samedis de chaque mois de 8h45 à midi. Et pour les archives qui sont à la Tour Alors les archives donc de la Tour, c'est du lundi au mercredi midi, donc 8h45 17h et 8h45 midi le mercredi. D'accord. Et Darnétal, c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous, voilà. D'accord. Très bien, donc un bel ensemble archivistique. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup, Michael Bloch, pour cette présentation. Reçu. C'est ainsi donc que se termine le 8e numéro de la 2e saison d'Au Miroir de Clio. Alors aujourd'hui, nous étions en compagnie de Michael Bloch, archiviste paléographe, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. On se retrouve dans 15 jours. Encore tous mes vœux pour l'année qui commence. À très bientôt sur R2R.